Donc, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Sig Baroud est à l'honneur ici à Chantilly. Donc voilà, on va vous faire visiter le château. Là déjà on se trouve devant le jardin. Donc le jardin, comme vous pouvez voir, très grand, très beau, avec toutes ces fontaines. Voilà, je sais pas ce qu'ils font, ils préparent un tournage, un mariage ou un tournage. Enfin bref, donc voilà, je vais vous présenter un peu le plan. Donc on est là environ. Donc on va commencer par le château et on va peut-être se balader aussi un peu dans le parc, mais d'abord on est là au château pour vous montrer un peu ce qui se passe à l'intérieur, et c'est très bien foutu, hein. Donc là on a l'histoire de Chantilly, donc avec les époques et les principaux propriétaires. Donc au Moyen-Âge on a eu la famille d'Orgemont qui en a fait une forteresse, qui a construit une forteresse. Ensuite, au XVIe siècle, on a Anne de Montmorency, donc qui a modernisé tout ça en grand château, qui a construit le petit château et la terrasse. Au XVIIe siècle, on a Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé, donc qui a rajouté le parterre à la française, et Chantilly devient au lieu de la vie mondaine et intellectuelle. Donc à la première moitié du XVIIIe siècle, on a Louis-Henri, prince de Condé, qui construit les grandes écuries, le décor du petit château et la manufacture de porcelaine de Chantilly. Donc ensuite, à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on a Louis-Joseph, prince de Condé, qui construit le hameau et le château d'Enghien. Pendant l'époque de la Révolution, transformation du petit château en prison et la destruction du grand château en 1798. Au début du 19e siècle, on a Louis-Joseph, prince de Condé, qui crée donc les jardins anglais. Et au 19e siècle, on a Henri d'Orléans, duc d'Aumale, qui aménage les appartements privés, qui reconstruit le grand château sur la base des 7 tours du bâtiment d'origine et qui ouvre le musée de Condé en 1898. Donc là, on a les principaux personnages qui ont fait l'histoire de Chantilly et du château. Donc on a Anne de Montmorency, connétable de François Ier, qui entreprend les travaux de rénovation du bâtiment médiéval confié à Pierre de Chambige. Vers 1560, il érige le petit château ou châtelet d'entrée qui demeure la partie la plus ancienne de Chantilly. Anne de Montmorency fait aussi aménager la terrasse où se dresse aujourd'hui sa statue équestre. Donc la statue équestre, elle est là, c'est celle-ci. Donc voilà, vous pouvez voir, hein. On va se faire une petite balade au calme à Chantilly. Ensuite, en 1643, on a le domaine de Chantilly qui devient la propriété des Bourbon-Condé, cousins des rois de France. Donc c'est sous l'impulsion de Louis II de Bourbon-Condé, dit le Grand Condé, que le parc est dessiné par André Le Nôtre, jardinier de Versailles. Son château devient un haut lieu de la vie mondaine et intellectuelle d'alors, où des bals et des feux d'artifice sont régulièrement organisés. André Le Nôtre, de 1613 à 1700, jardinier du roi Louis XIV, fut aussi le créateur des jardins de Chantilly, commandé par le Grand Condé. Inventeur d'un système hydraulique ingénieux et moderne, Le Nôtre élabore un parc doté de parterres à la française, de salles de jeux végétales et de cascades extraordinaires pour l'époque. François Vatel, contrôleur en bouche du Grand Condé et l'organisateur de 3 jours de fête dédiés à réconcilier son maître et son cousin le roi Louis XIV en 1671, le jour du vendredi saint, dernier jour des festivités. La commande de poissons prévue pour le roi et sa cour n'arrive pas. Vatel, touché dans son honneur, se suicide au moment où la marée arrive. Louis-Henri, duc de Bourbon, prince de Condé, premier ministre de Louis XV, de 1723 à 1726, fait élever les grandes écuries pour la pratique quotidienne de la chasse, redécore les appartements du petit château et crée la manufacture de porcelaine de Chantilly. Louis-Joseph, prince de Condé, fait édifier en 1769 le château d'Enghien. Hostile aux idées de la Révolution française, il émigre dès 1789 et forme l'armée d'immigration dite armée de Condé. Durant la Révolution, le petit château sert de prison, avant sa majeure partie, le grand château, avant que sa majeure partie ne soit totalement rasée en 1798. À son retour d'exil en 1815, le prince Louis-Joseph entreprend la restauration des appartements et fait dessiner le jardin anglais par l'architecte Victor Dubois. Le fils de Louis-Joseph, Louis-Henri Joseph de Bourbon-Condé, sans héritier depuis l'exécution de son fils le duc d'Enghien en 1804 par Napoléon, lègue ses biens en 1830 à son filleul Henri d'Orléans, duc d'Aumale, 5e fils du roi Louis-Philippe. Donc là ensuite, on a les plans du château.
Et puis on va visiter tout ça en direct. Vous allez voir tout ça à travers la caméra. Je vais vous montrer tout ça, vous inquiétez pas. Alors je sais pas combien de temps la vidéo va faire. J'espère que j'aurai assez de batterie. Mais en tout cas, on va passer une bonne petite après-midi ensemble. Et voilà, et puis on commence, on est parti, on baroude. Des châteaux, on va pas en voir qu'un, on va en voir plusieurs. Il y en a partout en France. On va essayer d'en faire un max. Allez, sur ce, bonne visite. Donc je vous annonce, là on n'a pas la cagoule. Quand même. Donc là on a les douves à l'ancienne. Un peu crado tout ça, mais bon. Donc j'ai tout vu, donc ah oui, ouais, je peux refaire un tour. Bien sûr. Est-ce que je vais juste regarder votre pièce? Bonjour madame. Bonjour, merci, c'est Et voilà, parfait. de rien. Merci beaucoup, allez-y. Merci. Donc là on a les portraits peints sur des tableaux. Ils sont magnifiques.
Là, il n'est pas fini. Donc là, c'est le testament. Voulant conserver à la France le domaine de Chantilly dans son intégrité avec ses bois, ses pelouses, ses eaux, ses édifices et ce qu'ils contiennent, trophées, tableaux, livres, archives, objets d'art, tout cet ensemble qui forme comme un monument complet et varié de l'art français dans toutes ses branches et de l'histoire de ma patrie à des époques de gloire, j'ai résolu d'en confier le dépôt au corps illustre qui m'a fait l'honneur de m'appeler dans ses rangs, à un double titre qui, sans se soustraire aux transformations inévitables des sociétés, échappe à l'esprit de faction comme une secousse trop brusque, conservant son indépendance au milieu des fluctuations politiques. Testament de S.A.R. Monseigneur le duc d'Aumale, 5 juin 1884. Il est stylé le vase.